Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, direction Le Var avec Lino. Salut Lino. Salut. Alors Lino, tu es à la recherche d'emploi en ce moment. Tout à fait. Le confinement se passe bien alors. Alors, personnellement, oui, le confinement se passe très bien. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai des conditions, on va dire, exceptionnelles, vraiment, pour passer un confinement. En fait, je le passe chez mon frère, qui a une grande résidence dans le Var. Donc voilà, une grande maison avec beaucoup de pièces. Vraiment, on se marche pas dessus. J'ai ma propre ma propre chambre avec une terrasse. On a un grand jardin dans lequel il y a un potager. Voilà, beaucoup d'arbres. C'est vraiment joli et le jardin est vraiment grand, tellement grand qu'on a l'équivalent d'une piste de 100 mètres. Donc ça permet de faire du sport. Voilà, normalement je fais des footings trois fois par semaine. Bah là je le fais pas à l'extérieur, je le fais à l'intérieur, du fractionné, voilà, sur la piste de 100 mètres, 100 mètres à fond, puis 100 mètres à 80%, etc., etc. Beaucoup de sport aussi avec mon frère. Voilà, j'ai amené du matos pour faire de la boxe, des tapis de sol, vraiment voilà, des superbes conditions. Je suis vraiment privilégié et je suis d'autant plus satisfait qu'il y a encore un an, je vivais sur Paris dans un appartement de 30 mètres carrés et voilà, j'ai une grosse pensée pour les gens qui ont pas la chance que j'ai, qui sont obligés de vivre dans des appartements, de petits appartements comme j'ai pu l'avoir pendant des années et des années. Ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué ça. Au début, on se rendait pas compte, mais plus le temps passe, on se souvient qu'il y a des gens quand même qui sont dans des conditions quasiment de cage à lapin, en général en famille, etc. Et leurs habitudes sont entièrement chamboulées, alors une grande pensée à eux tous. Mais là, pour moi, dans mon esprit, c'est vraiment comme être prisonnier. Là, pour le coup, t'es comme un prisonnier dans une cellule de prison, quoi. Quand t'as des appartements comme ça et que tu peux pas sortir, ces conditions c'est assez monstrueux. Alors ces gens-là, je comprends qu'ils aient du mal à survivre au confinement. Même moi, j'avoue que malgré les conditions que j'ai, des fois c'est fatigant. T'as envie de sortir, t'as envie de voir les copains, d'aller à la mer, tout ça. Tu peux pas, mais bon, voilà, je vais pas me plaindre non plus, quoi. Oui, dis-moi. Et au niveau professionnel, comme tu le disais, je suis la recherche de boulot. Alors là, par contre, là, pour le coup, là, c'est bien plus compliqué. Ah bah oui, j'imagine, oui. Là, c'est un peu en stand-by. Ouais, les gens, ils naviguent un peu à vue. Alors moi, je suis dans l'informatique. Voilà, je m'occupe de sites internet, en gros, et pendant des années, voilà, j'ai mon taf tranquille à Paris. Là, je suis redescendu dans le sud donc je me suis mis à chercher du boulot. J'avais commencé, voilà, à faire des entretiens à droite, à gauche, et c'est des boulots qui sont, comment dire, où il faut faire plusieurs entretiens, où il y a de vrais processus de recrutement. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5 entretiens des fois, et voilà, il y a tout qui est plus ou moins gelé. Les gens que j'ai au téléphone, les RH, voilà, les responsables de recrutement, ils savent pas trop où ils en sont. Tu sens vraiment qu'ils sont perdus et t'en as beaucoup qui ont gelé les processus de recrutement. Les gros projets que les boîtes avaient, ils les mettent, les projets informatiques en tout cas, ils les mettent en stand-by. Ils gardent que les projets essentiels. Voilà, sur 15 projets, ils vont en garder que 2 qui sont obligatoires pour eux. Et donc les personnes comme moi, on se retrouve un peu le bec dans l'eau, voilà, à attendre. Alors j'arrive à faire des entretiens quand même à distance. Ah oui, ça se passe quand même, il y a quand même des séances de recrutement comme ça à distance. Ouais. Oui, il y en a, mais c'est comment dirais-je, tu sens que c'est vraiment la surface et que de toute façon ça pourra pas aboutir tant que tu as pas vu la personne en vrai. Enfin pour eux, oui, bien sûr, j'imagine bien. Ouais. Ouais. Et c'est normal, hein, tant qu'ils t'ont pas vu en vrai, ils vont pas te recruter.
Et donc voilà, moi je suis tombé là dans... C'est peut-être une des pires périodes pour trouver un taf depuis, je sais pas, peut-être 70 ans. Et bon voilà, c'est comme ça, il n'y a plus qu'à espérer que ça dure pas trop longtemps et que les billes que j'aurais placées avec des entretiens à distance pourront porter ses fruits au déconfinement et que l'économie sera pas trop à la ramasse. Alors, dis-moi, à quel moment as-tu entendu parler du coronavirus? C'est vrai que c'est assez étrange, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que t'as l'impression qu'il est là depuis toujours maintenant. J'ai cette espèce d'impression. Et donc la première fois que j'en ai entendu parler, ça devait être en novembre, décembre. Voilà, aux informations, cette fameuse maladie qui venait de Chine, à Wuhan. Et toute cette quarantaine, c'était assez impressionnant. Et moi, j'ai quand même... La quarantaine que tu voyais à Wuhan. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Dans la ville de Wuhan. Mmh. Et les gens ont eu du mal à, comment dirais-je, à appréhender le problème. Moi, je me souviens que avec un ami à moi, quand est-ce que je suis allé le voir, voilà, dès mi-janvier, on regardait tous les deux, il y avait un dashboard qui avait été mis sur Internet, un tableau de bord qui mettait à jour en direct le nombre de contaminés par pays et par pays. Et on le regardait chaque matin en se levant et on parlait de ça, on était tous les deux assez inquiets de la situation, alors que tout le monde s'en foutait, personne n'était plus inquiet que ça, mais nous on était assez alertes là-dessus. Par rapport aux autres, j'ai remarqué. Et alors, quand le gouvernement français a mis en place les gestes barrières, comment as-tu réagi? Les gestes barrières, c'est, comment dirais-je, c'est un peu illusoire tout ça. Enfin, comment dire, le gouvernement français incite les gens à faire des gestes barrières, mais il peut pas les imposer. Et c'est des gestes de bon sens. C'est un peu présomptueux de la part du gouvernement de dire qu'il a imposé les gestes barrières. Il a plutôt incité à les mettre en place. Après, bon, voilà, c'est des gestes, c'est du bon sens. C'est bien de le faire, ou c'est bien de pas s'éternuer les uns sur les autres, d'éternuer dans son coude. Oui, c'est bien, c'est le minimum quoi, d'inciter à faire ça quoi. Mais c'est pas suffisant et le gouvernement, moi, je trouve qu'il a un peu raté le début de crise. Ah oui. Il a pris ça un peu à la légère. Moi je me souviens que justement pendant je sais pas combien de temps, moi ça m'a paru une éternité, alors ça a peut-être duré une semaine ou deux, mais je me souviens que on laissait les gens revenir de Chine sans aucun contrôle dans les aéroports. Ça me rendait dingue. Bien sûr. Ça me rendait dingue que le gouvernement ne fasse pas ce qu'il faut et qu'il prenne à la légère le truc. Alors maintenant il a bon dos de dire que voilà, il a toujours fait ce qu'il faut et que personne n'était prêt à ça. Je suis désolé, c'est pas vrai quoi. Il y a plein de pays qui je me souviens très bien à cette époque-là, contrôlaient déjà ce qui se passait, les gens qui revenaient de Chine. Nous, on avait juste mis des affichettes dans les aéroports et Agnès Buzyn trouvait ça satisfaisant. Donc, un peu léger, moi, je trouve. Et alors, avant cette crise, bien entendu, est-ce que tu as déjà pensé à ce qui pouvait arriver de pire au pays? Oui, j'avoue, je l'avoue. Moi, je suis un peu, comment dirais-je, voilà, ça fait plusieurs années que je suis à moitié survivaliste. Je m'intéresse beaucoup à la question, je me prépare et j'essaie de me construire, voilà, une philosophie de vie autour de ça. Et donc, c'est-à-dire la recherche de l'autonomie, savoir se battre, savoir se défendre, savoir chasser, savoir utiliser des armes, avoir son potager. Voilà. Donc depuis quelques années, je me suis mis dans une démarche d'autonomie au niveau de ma vie. Et ce déclic-là, je l'ai eu justement parce que moi, je sentais bien qu'il y avait un problème au niveau de la mondialisation que nous vivons.
et que voilà que tout ou tard il y allait avoir une nouvelle crise financière qui allait exploser le pays, ou sinon une crise énergétique, ou une pandémie, Ah, ou tu une pensais déjà à la pandémie alors? alors c'était un scénario possible d'effondrement. Il y en a plein. Et pour toi, Je dis vraiment pas. celui qui te paraissait le plus nocif, le plus effrayant? Ah, le plus effrayant pour moi, c'est la guerre civile ethnique. D'accord. C'est moi je pensais, enfin moi c'était sur toutes les probabilités que je voyais, ça me semblait être le plus possible. Après je savais que oui, la pandémie pouvait exister comme la catastrophe nucléaire, mais c'était pas forcément les scénarios que j'avais privilégiés Oui, dans voilà, mon c'est esprit. ouais. Ouais, c'est donc toi, c'est la guerre civile ethnique. Oui, oui, Ok. oui, la guerre civile, un peu comme les émeutes de 2005, mais puissance 10. Et après, voilà, c'est le problème, c'est que là, on est en train de le voir un petit peu, c'est que une crise, eh ben, elle va entraîner tout plein d'autres crises. On voit très bien que si jamais la crise du coronavirus s'accélère, s'amplifie, bah, ça va créer une crise économique. Et cette crise économique, eh ben, elle va amener une crise civile, elle aussi. Et ouais, toutes ces crises vont se nourrir les unes les autres et amener quelque chose d'énorme. C'est ça le risque, et c'est ça que le gouvernement essaye de limiter, je pense. Il y a de ça, oui. C'est vrai Hein. qu'une pandémie comme celle-là peut être un effet boule de neige, complètement. Ben ouais, c'est qu'elle fait pas énormément de morts en soi. Je veux dire, c'est pas Ebola, mais elle met beaucoup de monde à l'hôpital, elle met tout le pays en quarantaine, et donc voilà, l'économie, elle va pas bien. Et quand l'économie va pas bien, bah, je sais pas, à terme, ça peut arrêter les transferts sociaux, et foutre le feu dans les quartiers populaires, quoi, rapidement. Alors, avant le confinement du 16 mars, comment la pandémie a modifié ton quotidien, que ce soit personnellement ou dans les relations avec les autres ou dans divers sujets? Comment est-ce que ça a modifié ton quotidien? Avant Hum, le confinement, bien sûr. ouais. Bah, avant le confinement, comme je te disais, bah, chaque matin ou chaque jour, en tout cas, je regardais le fameux tableau là, enfin le fameux tableau en direct que j'avais du nombre de morts. Donc déjà ça, voilà. Ça m'avait fait une sorte de rituel nouveau. Les gestes barrières, j'essayais de les appliquer, c'est-à-dire que je faisais plus la bise aux potes, voilà. C'était ça principalement que je faisais. Ah ouais, aussi, bah j'avais anticipé, fait des réserves en avance. Je crois que oui, c'était fin février. On avait déjà fait des réserves, voilà, avec mon frère, des grosses réserves. Et et voilà, on s'était engueulé plus ou moins avec mes parents. Ils me disaient que j'étais catastrophiste, que je voyais tout noir, et ils se foutaient bien de moi. Et puis juste avant le confinement, ma mère, elle s'est un peu réveillée, elle s'est rendue compte que ça craignait, et je suis allé faire les courses avec elle. Voilà, c'était un peu l'occasion de se rapprocher et de faire des réserves. Voilà, c'était ça un peu les conséquences post-confinement pour moi. Alors, est-ce que tu penses être infecté ou est-ce que tu connais des gens qui sont infectés par le Covid-19? Euh, bon, alors moi, j'en connais pas personnellement. Alors moi, est-ce que j'ai été infecté? Je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde est un peu parano là-dessus, puisque on a tous plus ou moins eu, voilà, c'est la saison, une petite crève, les yeux qui piquent, des courbatures, ce genre de choses. Et enfin moi j'ai eu ça, et j'ai pensé peut-être que je l'ai eu, mais il n'y a pas moyen de vérifier. Mon frère a ressenti la même chose. J'ai tout un tas d'amis qui ont ressenti la même chose. Et donc, impossible de savoir si c'était une petite crève ou si c'était ce satané virus. Je sais pas. Et alors toi, tu as pris la décision de tenir un journal de bord quotidien sur ta chaîne YouTube. Car tu as déjà une Oui, chaîne YouTube que tu mènes depuis un certain temps. Et là, tu t'es dit, tiens, c'est une occasion de témoigner de ce moment qui est quand même historique. oui, c'est euh, vrai. qui est quand même historique. Enfin, je pense que tout le monde s'en rend compte, hein, ça touche le monde entier. Et alors, sur ta chaîne Lino Vertigo, tu tiens un journal de bord quotidien. Pourrais-tu nous dire un petit mot là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, justement, en cette période de quarantaine, j'avais vu, je savais, enfin, je m'étais un peu renseigné là-dessus, que il faut
quand on est confiné comme ça, les jours s'allongent, et donc il faut avoir des rituels de vie, d'avoir des mini-objectifs de vie pour pouvoir tenir le coup et avoir la sensation d'avancer. Et donc, moi et mon frère, on avait beaucoup de travail à faire dans la maison, donc c'est très bien. Je fais aussi pas mal de sport. Voilà, j'ai de monter à 1 heure de sport, 1 heure et demie de sport par jour, histoire de me maintenir physiquement et mentalement. Et j'ai décidé aussi de me donner un rituel. Ça, en général, je le fais en fin de journée. C'est un journal de bord. Voilà, effectivement, comme tu dis, le journal de bord de la quarantaine. Tu vois, sur ma chaîne, voilà, Lino Vertigo, comme tu disais. Et je trouvais ça important déjà personnellement, voilà, pour me filer un rituel, comme je te disais, et aussi pour témoigner. Et c'est pour ça que j'aime bien le concept de ta chaîne. C'est parce que voilà, toi aussi tu es à la recherche de témoignages, et je pense que c'est important pour l'après-confinement, justement, pour que les gens puissent se rappeler tout ce qui s'est passé, de laisser une trace. Moi je fais ça au jour le jour, c'est pour voir l'évolution un petit peu mentale que les gens ont eu enfin, en tout cas que moi j'ai eu, et que certainement beaucoup de personnes ont eu pendant ce confinement. Voilà, les doutes, les coups durs, ce genre de choses. Et j'essaye d'agrémenter ça aussi par des vidéos un peu plus, comment dirais-je, un peu plus construites. C'est pas juste du témoignage, mais c'est aussi de la recherche d'informations. Alors tous les 2 jours, je fais une espèce de plus ou moins d'enquête. J'agglomère des informations. Là, la première que j'ai fait, la première grosse, était sur le docteur Didier Raoult. J'en avais marre parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui circulaient autour de ce monsieur, et il y avait beaucoup d'informations, de contre-informations. C'était difficile de démêler le vrai du faux, et donc j'ai choisi de faire un mini travail journalistique, et donc d'agréger toutes ces informations pour pouvoir me faire un petit jugement sur cette personne-là. Et voilà, j'en ai fait une première grosse vidéo. J'ai eu la chance de la partager dans un live YouTube assez connu, Teddy Boy RSA, et ça m'a fait j'ai été assez étonné, puisque ça a un peu propulsé ma chaîne. Bon, très modestement, mais je suis passé de, 15 abonnés à 140 grâce à ce passage-là. Oui, joli boost, oui. Ouais, c'est assez pertinent, et je pense que tu devrais essayer de passer dans sa chaîne, de montrer les témoignages que tu fais, ça pourrait l'intéresser aussi. Et donc voilà, que ça j'essaye de maintenir physiquement et mentalement avec cette chaîne, et donc de témoigner tout ce qui se passe, que comme je te disais, ça me semble important pour l'après-confinement, parce qu'il va y avoir des leçons à retirer de tout ce confinement, et j'espère que les gens se rappelleront, se rappelleront de ce qu'ils ont vécu. C'est intéressant. Tout ceci leur paraissera pas, pour que ceci leur paraisse pas trop comme un mauvais rêve, qui ait des traces, de tout ce qui s'est passé, des traces dans les journaux, et des traces aussi que nous on laisse simples citoyens pour témoigner de tout ça, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis pour l'après, pour que l'on se souvienne, parce qu'aujourd'hui l'information va tellement vite. Je me suis rendu compte par exemple qu'hier c'était les 1 an de la catastrophe de l'incendie de Notre-Dame. Ah ouais, c'était hier. Et c'était hier, et une catastrophe qui m'avait grandement touché sur le moment. Je l'ai totalement occulté. Et c'est en fin de soirée que je m'en suis rendu compte. Alors c'est vrai que c'est très important. Aujourd'hui, on est inondé d'informations diverses et variées. Savoir quelles informations sont celles justes et qui nous informent. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais ajouter, ce qui me fait penser à ce que tu dis. J'ai eu le même effet aussi, c'était avec la mort d'Arnaud Beltrame. Je crois que c'était il y a 1 semaine ou 2, et je regarde, et voilà, ça fait 2 ans qu'il était mort, et pareil, moi aussi, ça m'avait beaucoup touché, cette triste affaire, et justement, j'en avais parlé dans mon journal, voilà, paix à lui, quoi. Et alors, tu nous disais, c'est vraiment intéressant ça, que tu as installé une routine pour ne pas perdre pied face au temps qui passe. Ça, c'est très très pertinent avec ton frère, et vous vous retrouvez comme ça dans un vrai planning quotidien. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles un peu pendant ce confinement? Oui, il y en a. Il y en a de plusieurs types. Déjà, oui, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Tu sais pas pourquoi, mais tu te lèves un matin,
t'as pas trop la foi, t'as envie de sortir, ça te saoule, plus que d'autres. T'as une espèce de morne. Il y a des jours où voilà, du coup j'ai la flemme de chercher du boulot, alors je regarde pas du tout. Et bon, ça c'est un peu, on a un peu tous des jours comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus décuplé pendant le confinement. Et après, les plus gros problèmes que l'on a, c'est avec nos parents. C'est que nos parents, en fait, ils habitent pas très très loin. Ils doivent habiter à 10-15 kilomètres, pas plus. Et eux, ils insistent comme des bourrins pour venir ici, pour travailler dans le jardin. Et nous, on est obligé de se battre avec eux pour leur dire non, ne venez pas, respectez le confinement. Ok, il y a très peu de risques, vous n'avez pas forcément eu de contact avec les autres, nous non plus, mais faut essayer d'être exemplaires les uns vis-à-vis des autres. Il faut pas penser qu'à nos petites gueules, faut penser aussi à la société. Toute la société va mal. C'est pas parce que nous on est dans de très bonnes conditions qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi, et ne serait-ce que par solidarité, faire les choses comme il faut pour être exemplaire auprès de nos amis, les autres membres de notre famille. Et voilà, ça c'est très énervant parce que je sais pas, moi moi je trouve ça bizarre, c'est pas aux enfants de dire à leurs parents qu'il faille respecter un confinement, et c'est pas aux parents d'en vouloir à leurs enfants de trop respecter le confinement. Ça m'énerve. Ouais, c'est ça le plus dur, moi, pour moi. D'accord, c'est ça qui te pose problème. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais un message d'espoir pour l'après-confinement? Comment est-ce que toi, tu te donnes à toi-même, à ton frère avec qui tu passes ce confinement, et puis aux gens que tu as l'occasion d'avoir au téléphone, un peu d'espoir justement pour cet après? Comment... De l'espoir. Bah si tu en as, bien sûr, hein, je sais pas. Hein. Ouais. L'espoir, c'est compliqué parce que honnêtement, bon, moi j'ai un peu une vision un peu pessimiste de la situation. Je pense que ça va être très 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 dur d'un point de vue économique. Alors peut-être pas dans les premiers mois après le confinement. Il y aura peut-être un mini rebond, ce genre de choses, mais je pense que déjà que l'économie a été mal en point depuis 2008. Là, je pense que ça va la terminer. Donc, des temps beaucoup plus durs que le confinement arrivent. Mais la note d'espoir que je dirais, c'est que voilà, dans toute chose, bonne ou mauvaise, il faut savoir tirer les conclusions de ce qui s'est passé. Et là, et prendre des leçons. Et là, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Voilà, moi personnellement, je mettais un petit peu ma volonté de mener une vie surréaliste était un peu mis entre parenthèses. Et ben là, ce confinement, ça m'a redonné un boost, et je sais que ça va redevenir une priorité bien plus importante, et je vais me donner les moyens d'atteindre plus rapidement l'autonomie que je cherche. Voilà, par exemple, en essayant d'acheter au plus vite une maison. Ça, je le mettais un petit peu entre parenthèses en attendant de trouver du boulot. Mais voilà, là, je vais essayer de trouver le boulot le plus rapidement possible pour acheter une maison derrière. Aller plus loin encore dans ma démarche d'autonomie, c'est-à-dire bien me remettre au sport. C'est ce que je fais pendant le confinement pour pouvoir être plus fort si jamais il y a une autre épidémie, ou si jamais dans l'avenir il y a besoin de se défendre, ou de défendre son petit terrain ou sa petite maison. Et donc voilà, c'est l'opportunité de se reconcentrer sur l'essentiel. Moi, c'est ça ce que je pense le plus important. L'essentiel, voilà, la famille, les amis, son autonomie, sa santé, sa capacité de se défendre. Voilà, arrêter de partir dans des arrière-mondes, dans des espèces de délire hors sol. Voilà, ça nous montre que cette vie, on n'en a qu'une, qu'il faut la protéger. Et si le confinement permet aux gens, voilà, de se rapprocher de l'essentiel, ça sera une très belle chose, je pense. Et ce sera peut-être ça le positif à tirer de tout cela. Merci beaucoup, Lino, pour ton témoignage, pour m'avoir accordé ton entrevue. Je t'en prie, merci à toi. Comme je te disais, moi j'aime beaucoup le concept que tu fais. Ça me rappelle un petit peu le mien, mais
j'aime bien l'idée d'aller chercher les témoignages d'un peu de tout le monde, d'un chômeur, d'un professeur de danse, de tout ce que tu veux. J'aime beaucoup, quoi. J'espère que ça va marcher pour toi aussi et que le confinement va continuer à bien se passer pour toi. Et nous aurons aussi l'occasion d'avoir le frère de Lino dans un prochain épisode. Merci beaucoup. N'hésitez pas à visiter la chaîne Lino Vertigo. Au revoir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.